Dans Apollo 11, une alarme s'est produite dans la descente du module lunaire, dont les astronautes ne savaient rien, et à propos de laquelle même Houston a eu du mal à en trouver la provenance. En fait, cette alarme aurait été provoquée par des parasites sur l'entrée radar, qui ont causé le blocage et le redémarrage de l'ordinateur. Lorsque le commutateur de mode radar est sur la position LGC, selon la description de la section des anomalies, il y a deux signaux en phase qui assurent que l'AGC recevra des impulsions radar normales. Mais, lorsque le mode radar est sur la position SLOO, toujours selon la description dans la section des anomalies, il y a deux signaux déphasés qui font que l'AGC reçoit des impulsions radar anormales très rapides au lieu des impulsions radar normales lentes. Ce ne sont pas des parasites, ce sont des impulsions radar très rapides intentionnellement créées, dont les ingénieurs savaient parfaitement qu'elles se produiraient quand le mode radar était sur la position SLOO. Au moment où l'alarme s'est produite dans la descente d'Apollo 11, le commutateur de mode radar était sur cette position. Dans tous les systèmes, y compris celui de la fusée Saturne, les impulsions matérielles sont toujours comptées par des compteurs électroniques. Le compteur dispose d'une instruction spéciale qui lui permet de lire des données sur des ports physiques. Et l'ordinateur du module lunaire avait une telle instruction. Elle lui aurait permis de lire le compte d'impulsions sur un compteur électronique comptant les impulsions radar. Si l'AGC avait procédé de cette manière, les impulsions radar rapides n'auraient pas fait planter l'ordinateur aurait simplement vu qu'il lisait un compte d'impulsions anormalement élevé, et aurait pu annoncer l'origine du problème. Au lieu de cela, les ingénieurs avaient eu l'idée bizarre de faire compter les impulsions radar par le processeur lui-même, ainsi que celles venant de l'IMU, et, bien sûr, le fait de compter ces impulsions retardait l'exécution de la tâche en cours. À chaque fois qu'une impulsion radar se produisait, juste après que l'instruction courante avait été exécutée, une instruction spéciale était automatiquement exécutée pour compter l'impulsion radar arrivante, avant que l'instruction suivante de la tâche en cours soit exécutée, ce qui retardait ainsi son exécution. Cette instruction spéciale n'était pas dans le jeu d'instructions disponible du programmeur, elle était exclusivement dédiée à compter les impulsions matérielles, et s'exécutait indépendamment de la tâche en cours d'exécution. Toutes les 2 secondes, une tâche de guidage était lancée, ce qui signifie que la tâche de guidage précédente devait absolument se terminer avant la limite des 2 secondes, sinon la tâche de guidage suivante ne pourrait immédiatement démarrer, et devrait attendre que la tâche de guidage en cours termine son exécution. Les impulsions radar retardent aléatoirement l'exécution de la tâche de guidage, mais elles ne sont pas assez rapides pour empêcher la tâche de guidage de terminer son exécution à temps. Mais, lorsque les impulsions radar rapides se produisent, elles retardent davantage l'exécution de la tâche de guidage que les impulsions radar normales. Le processeur prend plus de temps pour l'exécuter. La conséquence est que, alors que les impulsions radar normales n'empêchaient pas la tâche de guidage de finir à temps, avant la limite des 2 secondes, les impulsions rapides anormales la retardent suffisamment pour lui faire dépasser la limite des 2 secondes. Le résultat est que, assez souvent, lorsque la tâche de guidage suivante est démarrée, la précédente n'a pas fini de s'exécuter, et doit ainsi être placée dans une file d'attente. Toutefois, lorsqu'elle est lancée, elle prend des ressources mémoire qui diminuent la quantité disponible de ressources mémoire. Parce que le problème des impulsions radar rapides persiste, et que la tâche de guidage continue de ne pas terminer à temps, il y a de plus en plus de tâches de guidage qui sont lancées, et ne peuvent s'exécuter, car il y a une tâche de guidage en cours d'exécution, et ainsi sont mises sur la file d'attente des tâches en attente d'exécution. Chacune de ces tâches a réservé des ressources mémoire quand elle a été lancée. Cela signifie que la quantité disponible de ressources mémoire décroît de plus en plus, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de ressources mémoire disponibles quand une nouvelle tâche de guidage est lancée, et, à ce moment, l'AGC se coince, et ne peut plus fonctionner normalement. Une alarme doit être affichée
et l'ordinateur doit être redémarré pour pouvoir fonctionner à nouveau. Mais, c'est là tout le problème, de manière à tourner, la tâche d'alarme a aussi besoin de ressources mémoire, et elle est précisément lancée parce qu'il ne reste plus de ressources mémoire disponibles. Donc cette tâche d'alarme doit avertir d'un problème qui l'empêche elle-même de fonctionner. C'est le serpent qui se mord la queue. Maintenant, comment était géré le redémarrage de l'ordinateur? À des points réguliers du programme en cours d'exécution, appelés waypoints, toutes les données du programme étaient sauvées en mémoire. Dans le cas où la GC devait redémarrer, il retournait en arrière au waypoint le plus proche. Puis, il rechargeait dans les données du programme toutes les données qui avaient été sauvées à ce waypoint, et il reprenait l'exécution du programme depuis ce waypoint, ce qui signifie qu'il exécutait à nouveau toutes les instructions entre ce waypoint et le point où il s'était bloqué. Cela peut sembler astucieux, et certains ont même qualifié ce système de « génial », mais il ne l'est pas du tout. Et voici pourquoi. Certains imaginent que sauver les données du programme en mémoire est instantané, mais cela ne l'est pas du tout, bien loin de là. Sauver les données du programme signifie faire plein d'accès mémoire pour lire les données du programme et les écrire dans d'autres endroits de la mémoire. Cela prend un sacré temps parce que les accès mémoire de la GC sont plutôt lents, et cela gaspille aussi de la mémoire parce qu'une partie de la mémoire doit être réservée pour sauver les données. Donc un ordinateur, comme celui de la GC, qui avait une faible puissance de calcul, et aussi une faible quantité de mémoire, parce qu'il ne s'agit pas de la core memory, qui ne peut être que lue, et pas écrite, il s'agit de la mémoire dynamique, celle qui pouvait aussi être écrite, et la GC n'en disposait pas de beaucoup, aurait utilisé une procédure qui gaspillait du temps, et de la mémoire de manière inconsidérée. Est-ce que le redémarrage de l'ordinateur aurait pu être fait de manière plus rationnelle? Oui, il l'aurait pu. La solution la plus évidente aurait été de juste éliminer toutes les tâches de guidage en attente, qui de toute façon ne seront jamais exécutées car elles ont pris trop de retard, de sorte que les ressources mémoire qu'elles ont réservées soient libérées et retournent au réservoir de ressources mémoire disponibles. Et l'exécution de la tâche de guidage reprendrait simplement à partir de l'instruction courante avec les données courantes, ce qui ne pose pas de problème, puisque l'adresse de l'instruction en cours se trouve en permanence dans le compteur de programme. Pas de gaspillage de temps et de mémoire, propre et efficace. Et, bien sûr, les astronautes auraient aussi dû remettre le commutateur de mode radar sur la position normale, la position LGC, qui permettait d'envoyer les impulsions radar normales à la GC, sinon le problème persisterait, et les tâches de guidage continueraient de ne pas finir à temps, avec le résultat que le module lunaire ne serait pas correctement guidé. C'est sûr, cela aurait été bien plus simple pour les astronautes, si l'alarme affichée leur avait dit exactement quoi faire pour résoudre le problème, et permettre au guidage de fonctionner normalement à nouveau. La GC était censée être un système multitâche. Mais c'est une grosse rigolade quand on voit comment ce système multitâche fonctionnait. Des systèmes multitâches normaux gèrent le changement de tâche automatiquement. Dans la GC, c'était au programmeur de faire cette gestion. En effet, le programmeur était averti qu'il devait insérer dans son programme, à des intervalles suffisamment rapprochés, une séquence d'instructions permettant de tester si une tâche plus prioritaire avait été lancée, et, dans ce cas, cette séquence de test permettait à la tâche plus prioritaire de remplacer la tâche en cours d'exécution. Après que la tâche plus prioritaire ait fini son traitement, la tâche interrompue reprenait son exécution depuis le point où elle avait été interrompue.
Cela signifie qu'une tâche plus prioritaire ne peut être exécutée avant que la tâche en cours d'exécution n'ait atteint une séquence de tests insérée dans le programme, et c'est pourquoi il était conseillé aux programmeurs d'insérer cette séquence de tests assez souvent dans leur programme. Si un programmeur omettait d'insérer ces séquences de tests dans son programme, cela signifie que son programme ne pouvait être interrompu par une tâche plus prioritaire, ce qui signifie qu'il n'y avait pas de protection contre une telle omission. Cela signifie que, lorsque nous analysons les programmes de l'AGC, et la NASA a publié quelques exemples de programmes, nous devrions trouver ces séquences de tests dans ces programmes, et pourtant, on ne les trouve nulle part. Il n'y a pas trace de la moindre séquence de tests dans les programmes de l'AGC. Nous pouvons donc nous demander comment une tâche plus prioritaire pouvait tourner. De toute façon, vu le fait que la mémoire de l'AGC n'avait pas été montée correctement, tous ces problèmes n'ont guère d'importance. L'AGC aurait aussi bien pu marcher sur ses mains. Marche, bébé, marche. Mais nous savons tous que Dieu a aidé les astronautes à se poser sur la Lune, et aussi à gambader dessus,